Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. 1. État de la question. Le roi René, 1409 à 1480, grand commanditaire et amateur de musique, fut étudié à de nombreuses reprises sur le plan artistique mais pas sur celui de la musique. Fils cadet de Louis II d'Anjou et de Yolande d'Aragon, René est élevé par son grand-oncle, le cardinal de Bar, qui l'initie aux arts et à la musique. Les œuvres réalisées à sa cour et qui nous sont parvenues présentent des musiciens et divers instruments de musique pratiqués au XVe siècle, que ce soit dans le domaine de la peinture, de la sculpture ou de l'enluminure. À la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, des chercheurs se sont penchés sur l'étude de la musique au XVe siècle et sur sa représentation. Leur travail a donné à la musique médiévale la place qu'elle méritait. Or, cette étude s'est faite sur un plan général, elle n'a pas été étudiée en détail à la cour du roi René. L'art musical est certes évoqué, car les peintures le représentant sont décrites dans les ouvrages, mais les renseignements fournis concernent l'ensemble de l'œuvre et non la musique en particulier. Pourtant, il paraît évident qu'elle jouait un rôle important, puisqu'on la retrouvait souvent dans l'art. Nous nous intéresserons donc à l'art de la musique dans les arts à la cour du roi René d'un point de vue artistique, mais également sociologique, c'est-à-dire que nous tenterons de savoir si elle a une signification précise aux yeux du duc d'Anjou et de sa cour, mais également pour les artistes qui l'ont peinte ou sculptée. D'une œuvre à l'autre, ces instruments de musique n'occupent pas la même place. Il serait intéressant de comprendre dans quelles conditions ils sont représentés. Avant de mener notre propre réflexion sur le sujet, nous tenterons d'exposer les travaux déjà menés sur l'art à la cour du roi René et sur la musique du XVe siècle. A. Les travaux sur la musique du XVe siècle et au temps du roi René. Les musicologues qui se sont penchés sur le XVe siècle ont fourni un travail utile à nos recherches. Certains d'entre eux se sont appuyés sur la musique pratiquée à la cour du roi René, et sur des œuvres réalisées à sa cour pour illustrer leurs propos. Bien qu'il s'agisse de musicologues, ceux-ci se réfèrent régulièrement à l'histoire de l'art, seul témoin qui permet de visualiser les instruments de musique de cette époque, car malheureusement il ne nous en est pas parvenu. Dans les années 1840 et 1850, les musicologues Edmond de Coussemaker et P.L. Jacob ont fait un travail similaire sur les instruments de musique médiévaux. Ils ont fourni des renseignements précis sur leur physionomie et leur origine. Leurs recherches peuvent donc nous aider à les identifier dans les œuvres du roi René. Le musicologue Edmund Addison Bowles s'est penché sur l'art au temps du roi René, afin d'étudier la musique du XVe siècle. Ses écrits lui vaudront d'ailleurs une grande renommée à partir des années 1950. Il s'intéresse au bréviaire de René II de Lorraine, petit-fils du roi René, afin d'énumérer les instruments de musique médiévaux et de les replacer dans leur contexte du XVe siècle. Son travail nous éclaire sur la manière dont se pratiquait l'instrument car par rapport au travail de Coussemaker, Edmund Addison Bowles fournit des éléments plus précis et détaillés. Les illustrations sur lesquelles il s'appuie ne sont pas des esquisses d'œuvres mais les enluminures elles-mêmes. Le rapprochement entre les écrits et la représentation de l'instrument est donc plus évident. André Pirot s'est également référé à la cour du roi René pour son étude sur l'enseignement de la musique. Cette dernière était enseignée à l'oral, à cause du fort taux d'illettrisme au XVe siècle. La démarche d'André Pirot est intéressante car il étudie véritablement l'histoire de la musique, quand de Coussemaker ne fait qu'un inventaire des instruments de la musique médiévale. André Pirot n'est pourtant pas un spécialiste de l'époque médiévale. La grande majorité de ses écrits traitent des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce n'est qu'à partir des années 1930 et jusqu'à la fin de sa vie, en 1943, qu'il s'intéresse aux époques antérieures. Son travail sur l'enseignement de la musique au XVe siècle nous est profitable car il permet de comprendre le contexte musical de la cour du roi René. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un musicologue, Yves Esquieu, professeur d'archéologie et d'histoire de l'art médiéval à l'Université de Provence, nous fournit des éléments précieux sur la pratique de la musique à la cour du roi René. Il apporte en effet des précisions sur la musique et les instruments que l'on pouvait pratiquer à cette cour provençale. Il nous indique également à quel point ils pouvaient être nombreux, chalmis, tambours, musettes, etc.
Il reprend les livres de contes du roi René pour illustrer ses propos ainsi que les travaux d'Albert Lécois de la Marche et de Gustave Arnaud Daniel au sujet de la place qu'occupaient les musiciens à la cour du roi. Il ne contredit pas ces deux derniers, toutefois il ne semble pas d'accord avec le fait que le roi protégeait réellement les musiciens. Pour cela, il reprend les dires de Jacques Levron qui s'intéresse de près aux fêtes et divertissements organisés à la cour du roi René. En 2009 et 2010, Catherine Ingrassia reprend sa thèse sur la danse médiévale afin de publier 2 volumes sur le même sujet avec l'aide de Christophe Deslignes et de Xavier Terrassa. L'auteur prend pour exemple les danses organisées par René d'Anjou pour illustrer ses recherches. Elle n'hésite pas à citer ses contes, toutefois, elle le fait sans se référer au travail de G. Arnaud Daniel et d'Alécois de la Marche. Son travail est très intéressant, bien que parfois très succinct, car il fournit des renseignements utiles sur la danse à l'époque médiévale. Cela dit, on peut constater de nombreuses répétitions entre le volume 1 et le volume 2. B. Les travaux des historiens et des historiens de l'art du roi René. Au XIXe siècle, la cour du roi René est le centre d'intérêt de plusieurs historiens. Leurs recherches nous apportent des éléments importants pour notre étude, car ils ont travaillé à partir de sources de la cour du roi. L'un des principaux travaux est celui de Théodore de Quatrebarbes, avec son œuvre complète du roi René. Il retranscrit le traité de la forme et de vie comme ont fait les Tournois qu'il commente en s'appuyant sur les documents conservés dans les différentes bibliothèques et les archives de France, et sur les précédents travaux de Christophe de Villeneuve et de François de Villeneuve-Bargemont. Grâce à la présence de nombreuses planches de Peter Hawke illustrant son ouvrage paru en 4 tomes, il replace le roi René dans son contexte historique. Toutefois, son œuvre reste très sommaire car il ne fait pas une étude approfondie des manuscrits qu'il traite. Au début du XXe siècle, l'artiste Julien Chappé entreprend l'étude de la tenue de chasse de René d'Anjou, au travers du vitrail de l'église de Vernantes aujourd'hui conservé au musée Saint-Jean à Angers. Il se trouve que sur ce vitrail, le duc fut représenté avec un cornet de chasse à la ceinture. L'auteur n'étudie pas la musique à la cour d'Anjou-Provence, mais fournit un exemple de représentation d'instruments sur le vitrail. Le travail de T. de Quatrebarbes a mené à d'autres études sur le roi René au XXe siècle, dont celle d'Edmond Pognon qui fait un travail semblable à celui de son prédécesseur du XIXe siècle. Son travail est plus succinct, car il ne reprend pas la totalité du texte du traité mais seulement des extraits qui s'appuient sur les enluminures que Barthélemy Deck avait réalisées pour illustrer le manuscrit. Les études sur le roi René et la musique à sa cour seraient incomplètes sans celles menées par Albert Lécois de la Marche. Ce dernier retrace la vie du roi René à partir de documents d'archives. Il évoque un inventaire qui mentionnait la présence de nombreux instruments de musique dans les appartements du roi au château d'Angers, ainsi que leur localisation exacte dans les appartements. Leurs différentes appellations sont également fournies, ce qui nous permet d'avoir l'orthographe médiévale et la dérivation qui nous en est parvenue. Les instruments de musique cités révèlent également, pour certains, leurs conditions de manipulation, ce qui est fort commode pour leur identification dans les œuvres. Alécois de la Marche reprend des extraits des contes du roi René conservés aux archives des Bouches-du-Rhône à Marseille et à Aix-en-Provence. Plusieurs d'entre eux font état de musiciens s'étant produits à la cour d'Anjou-Provence. L'inconvénient de ce travail est qu'il ne fournit que des extraits de ces archives et pas le texte en entier. Il est donc parfois difficile d'établir un contexte historique de la musique à la cour. Les travaux scientifiques de l'abbé Gustave Arnaud Daniel sur les archives des Bouches-du-Rhône viennent compléter ceux d'Alécois de la Marche. Il s'agit d'extraits des contes du roi René, et les archives utilisées ne sont pas les mêmes que celles d'Alécois de la Marche. Ces publications apportent des éléments supplémentaires à notre recherche, car ils s'intéressent à la rémunération des ménestrels, visiblement entre 1451 et 1480. D'après les dates, les extraits de contes correspondent à la seconde partie de la vie du roi René et débutent à la mort d'Isabelle de Lorraine et au remariage du roi avec Jeanne de Laval. G. Arnaud Daniel se concentre alors uniquement sur une partie de la vie économique et sociale du duc d'Anjou et non sur toute sa vie, tandis qu'Alécois de la Marche fait mention d'extraits des contes ayant été rédigés du vivant d'Isabelle de Lorraine, donc avant 1451. Les historiens de l'art se sont intéressés aux œuvres réalisées à la cour du roi René,
dans les domaines de l'enluminure, de la peinture et de la sculpture. Dans les années 1940, des études sont menées sur le roi René, notamment par le chanoine Théophile Civray qui étudie le mécénat du duc d'Anjou et sa passion pour les arts à travers sa biographie. Il reprend les travaux précédemment réalisés, notamment ceux d'Aléquat de la Marche et de Géarnaud Daniel. Sa rétrospective favorisa la volonté d'étudier à nouveau ce personnage, ce que fit Marie-Louise Desgaret. Son travail est semblable à celui de son prédécesseur, mais il se trouve être plus complet et plus détaillé. Le travail de T. Civray pourrait alors être considéré comme une introduction à celui de Marie-Louise Desgaret. À la fin des années 1970, Marie von Mickel publie également un ouvrage sur la vie du roi René en Provence. Contrairement aux précédents auteurs qui reprennent l'ensemble de la vie du duc d'Anjou, Marie von Mickel se concentre sur la dernière partie de son règne, à partir des années 1470, lorsque celui-ci quitte définitivement l'Anjou pour la Provence. Elle développe dans son ouvrage la vie artistique du roi en Provence, en décrivant ses relations avec les différents artistes de la cour. Dans les années 1980, à l'occasion du 500e anniversaire de la mort du roi René, de nouvelles publications voient le jour. Le catalogue d'exposition Le roi René en son temps donne au public un nouvel aperçu des arts réalisés à la cour du roi, et étoffe de nombreux éléments déjà étudiés auparavant, notamment à propos du sculpteur italien Francesco Lorana. Le conservateur du Petit Palais d'Avignon, Elisabeth Mognetti, nous relate la carrière de l'artiste à la cour du duc d'Anjou à travers le fameux portement de croix qui présente une busine en arrière-plan. Pour chaque œuvre de Francesco Lorana mentionnée, une liste d'extraits d'archives du XVe siècle est énumérée. Ces derniers font mention du roi René, prouvant sa contribution dans l'exécution de ses œuvres. Toujours dans le cadre du 5e centenaire de la mort du roi René, les archives du Maine-et-Loire ont organisé une exposition dont le catalogue a été rédigé par Elisabeth Véry. Cet ouvrage retrace une exposition très simple organisée en seulement 2 mois. Il reprend la vie du roi René à travers les arts de sa cour, allant de sa jeunesse à sa mort, en passant par la description des différentes demeures qu'il possédait, son amour pour l'art, la littérature et sa foi. La bonne conception de ce catalogue permet à tout public d'avoir accès à la vie du duc d'Anjou, lequel incarne le mieux la riche époque du XVe siècle, selon le préfacier M. Poirier-Coutançais. Le but de cette exposition et de ce catalogue est d'encourager d'autres chercheurs à mener de nouvelles réflexions sur le roi René, ce qui adviendra car les études vont véritablement se multiplier dans les années 1980 et à partir des années 2000. Noël Coulet, Alice Planche et Françoise Robin, professeurs d'histoire de l'art médiéval à l'université Paul-Valéry Montpellier III, redonnent vie au roi René en menant une réflexion sur ses activités de mécène et d'écrivain. Par le biais d'une courte bibliographie, les 3 auteurs dévoilent le visage de celui qu'on nommait le bon roi René, et cherchent à expliquer d'où lui vient ce qualificatif. Par la suite, Françoise Robin a publié plusieurs recherches à propos du duc d'Anjou et sur l'art qui a fleuri à sa cour. Elle cherche à mettre en évidence la place plus qu'importante qu'occupe l'art aux yeux du duc. Ses travaux livrent des renseignements utiles sur des œuvres dans le domaine de la sculpture, de la peinture ou de l'enluminure. Son travail est d'une grande richesse car les œuvres sont détaillées avec beaucoup de précision, et il dévoile les liens qui existent entre elles et le roi René ou son entourage. Ses recherches se poursuivent jusqu'à très récemment, en 2013, où elle mène une étude rigoureuse sur l'art à la cour d'Anjou-Provence. L'auteur se demande si les arts présents à cette cour sont le reflet des goûts véritables du souverain, ou ceux d'un prince qui se doit de protéger les arts comme il est coutume de le faire au XVe siècle. Pour cela, elle se réfère principalement aux archives de la Maison d'Anjou-Provence, aux archives nationales de Paris et aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Elle consulte de nombreux auteurs dont 2 qui sont également essentiels dans notre démarche, Aléquat de la Marche et Géarnaud Daniel. De plus, Françoise Robin explique l'importance de la musique à la cour du roi René. Elle étudie la place des chapelles, ses chœurs d'enfants et d'adultes qu'il aimait former. Mais étant donné qu'aucune œuvre ne peut illustrer ses propos, elle s'appuie sur des œuvres provenant de la cour de Bourgogne. Cette dernière a en effet un lien avec la cour du roi René car celui-ci s'est retrouvé captif du duc Philippe le Bon, son grand ennemi.
Dans les années 1980 et 1990, Christian de Mérindol mène plusieurs études sur les plafonds peints dans les châteaux et sociétés castrales du Moyen Âge. Les demeures du roi René, telles Tarascon ou Saumur, sont bien sûr étudiées. En 1983, il publie un article dans le bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, à propos de Barthélemy Deck et des plafonds peints dans le château de Tarascon dont certains représentent des instruments de musique. C. de Mérindol s'intéresse aux liens qui existent entre le roi René et les Flandres par le biais de Barthélemy Deck. C'est un point important car les deux hommes ont pu se rencontrer durant la captivité du roi en Bourgogne, Barthélemy Deck travaillant à ce moment-là au service de Philippe le Bon. C. de Mérindol écrit également sur la vie à la cour du roi René et sur les fêtes qu'on y donne, mais les bals et banquets nécessitent évidemment des musiciens, et il est étonnant que C. de Mérindol ne s'y intéresse pas davantage. Il décrit les fêtes, leur organisation, mais ne parle pas de la musique. Pourtant, nous verrons qu'elle occupe une place privilégiée dans les divertissements de la cour d'Anjou-Provence. À propos de l'enluminure, une exposition sur les manuscrits français est organisée en 1993 à la Bibliothèque nationale de France. François Avril et Nicole Reynaud sont chargés de la rédaction du catalogue. Des livres enluminés des XVe et XVIe siècles, notamment ceux de la cour du roi René, y figurent en bonne place. Une exposition avait déjà été organisée en 1954 et 1955 sur le même thème. Quant au catalogue, il contribue à la multitude des études portant sur le manuscrit enluminé dans les années 1980. Une journée d'études, organisée par Rosemarie Ferré, Anne-Marie Legaré et Philippe Lorentz à l'Institut national d'histoire de l'art, reprend 20 ans après le catalogue d'exposition et ses thèmes. Ainsi, lors de cette journée, Rosemarie Ferré évoqua René d'Anjou à travers le maître du livre du cœur d'amour épris. Au cours des 10 dernières années, de nombreux travaux ont été entrepris sur l'art à la cour du roi René. Plusieurs colloques et des expositions sont organisés sur la vie et les arts à la cour d'Anjou-Provence. Le colloque qu'organise Noël Coulet, professeur à l'Université de Provence, et Jean-Michel Ma, replace dans son contexte la noblesse des territoires angevins au XVe et XVIe siècle et les liens qui ont pu exister entre eux. Plus que l'aspect artistique, c'est l'aspect historique qui est étudié ici, toutefois il permet de replacer le roi René dans son temps. N. Coulet avait publié un précédent ouvrage sur la vie artistique du roi René, s'intéressant au duc en tant que peintre, sans oublier les influences artistiques entre l'Anjou, la Flandre et l'Italie. Ce colloque pourrait servir de préambule à ceux qui suivront, qui seront plus axés sur la vie artistique et culturelle à la cour du roi René. En 2004 se tient à la Cité de la musique de Paris, une exposition sur la perception de la musique à l'époque médiévale. Martine Clouzot, professeure d'histoire à l'Université de Dijon en Bourgogne, participe activement à l'élaboration du catalogue d'exposition et s'appuie notamment sur un exemplaire du traité de la forme et de vie comme ont fait les tournois de René d'Anjou pour illustrer ses propos. En outre, elle se consacre à l'aspect social et culturel de la musique au bas Moyen Âge et ses travaux sont certainement les plus complets dans ce domaine. La même année, Étienne Hamon rédige un article pour la bibliothèque de l'École des Chartes sur la famille Trubert dont l'enlumineur Georges fut successivement au service de René d'Anjou puis de son petit-fils René II de Lorraine. Il s'intéresse également aux frères de l'enlumineur, Guyot, facteur d'instruments de musique qui a probablement joué un rôle fondamental dans le travail de son frère. Le travail exhaustif de Christine Leduc-Gay, docteur en histoire de l'art, apporte beaucoup à notre étude. À la suite de sa thèse de doctorat en 1999, celle-ci répertorie les peintures murales exécutées dans les demeures construites à la cour du roi René d'Anjou, dont certaines présentent des musiciens. Celles-ci sont relativement bien décrites, toutefois l'auteur ne donne pas toujours de signification quant aux éléments représentés, elle s'est appuyée sur d'autres écrits, dont ceux de la musicologue Geneviève Thibault, pour apporter de plus amples précisions sur les scènes musicales. Le travail de Christine Leduc-Gay est intéressant car il fournit des renseignements sur un support autre que l'enluminure, le plus souvent étudié. Un site internet vient compléter l'ouvrage de Christine Leduc-Gay. Créé par le Conseil général du Maine-et-Loire, il donne des informations utiles sur l'Anjou et possède également une rubrique sur l'Anjou au temps du roi René qui reprend les images et certains passages d'intimité,
d'éternité. En 2008, l'historien Jean Favier publie un ouvrage retraçant toute la vie de René d'Anjou, sa vie politique mais également sa vie artistique. L'auteur n'oublie pas d'évoquer la place qu'occupait la musique. Il s'agit probablement l'un des ouvrages livrant le plus de renseignements sur la musique à la cour d'Anjou-Provence que nous ayons consulté. La célébration du 600e anniversaire de la naissance du roi René en 2009 est l'occasion de publier des ouvrages sur le duc d'Anjou, afin de perpétuer la mémoire de ce dernier et de ses commandes artistiques. Parmi ces publications se trouve le travail de Marc-Édouard Gauthier, directeur de la bibliothèque municipale d'Angers, qui dirigea la création du catalogue de l'exposition Splendeur de l'enluminure, Le roi René et les livres, et voulut reconstituer la bibliothèque du duc d'Anjou. Avec l'aide de plusieurs historiens de l'art du XVe siècle, il retrace l'histoire artistique du livre enluminé à la cour du roi René. Les manuscrits ayant appartenu aux différents membres de sa famille sont également étudiés, démontrant la présence de musiciens et d'instruments de musique. L'un des livres les plus importants est le Bréviaire de René II de Lorraine, enluminé par Georges Trubert vers 1492 à 1494. Ce manuscrit présente de nombreux instruments de musique réalisés avec une grande précision. Le site internet de la bibliothèque municipale d'Angers a également numérisé le catalogue de l'exposition. Bien que toutes les pages ne soient pas accessibles, cela nous permet tout de même de consulter le sommaire et de se faire une idée de l'ouvrage. Jean-Michel Ma publie également un ouvrage chez les Monuments nationaux avec la collaboration d'historiens et d'historiens de l'art, tels N. Coulet, ou encore Françoise Robin. La vie politique, religieuse et culturelle du roi y est relatée ainsi que des descriptions des œuvres réalisées à sa cour présentant des instruments de musique, tels le traité des tournois. Thierry Péloquet et Daniel Prigent réunissent plusieurs historiens et archéologues, afin de révéler les dernières études qui ont été faites sur les terres ayant appartenu au roi René. Leur travail traite des décors peints et de l'architecture des bâtiments mais également de leur intérieur. L'étude d'archives a conduit à la découverte d'inventaires de mobilier permettant une reconstitution de résidence. En 2009, J.M. Ma et Noël-Yves Tonnerre organisent un colloque développant l'aspect politique de la vie de René d'Anjou. Ce colloque étudie les différents rapports qu'entretenait le prince avec les autres contrées du royaume de France comme la Bretagne, mais également celles qui ont été rattachées à l'Anjou et la Provence par alliance, comme la Lorraine. Les historiens et historiens de l'art ayant participé à ce colloque donnent une vision intéressante de la vie politique du roi René, une vision différente et plus moderne que celle traitée lors du colloque dirigé par N. Coulet 10 ans auparavant. À la suite de ces travaux, Rosemarie Ferré élabore une thèse la même année, portant sur la commande artistique à la cour de René d'Anjou. Son travail très complet est mené à la fois dans le domaine de l'enluminure, de la peinture, de la sculpture mais aussi du théâtre. L'auteur prend le roi René comme point de départ de la création artistique et étudie les liens tissés entre l'art à la cour d'Anjou-Provence et le domaine théâtral, ainsi que la perception de cet art au sein de la cour. Tout comme la musique, le théâtre était très apprécié à la cour du roi, et il n'est pas impossible que ces représentations exigeaient la présence de divers instruments de musique. Le travail de Rosemarie Ferré sur les œuvres théâtrales à la cour de René d'Anjou a suscité l'intérêt car Gabriel Paruessa a repris cet axe d'étude lors d'un colloque en 2011 qui tentait d'expliquer la méditation et la spiritualité que trouvait le roi René dans les arts. Par la suite, un autre colloque est organisé sur l'art du roi René et de sa famille. Le but est de remettre au jour la quantité importante de manuscrits commandés par la famille angevine, ce qui a engendré de nombreuses questions chez les historiens de l'art aujourd'hui. Les différents auteurs participant à ce colloque s'intéressent principalement aux livres enluminés. Helena Cogen se penche sur les goûts littéraires de Jeanne de Laval et son influence sur le duc d'Anjou, Jane H.M. Taylor sur le cas du manuscrit du Pas de Saumur. Des historiens de l'art apportent leurs connaissances sur l'environnement artistique du roi et sur les modalités de commande des œuvres. Claude Roux, par exemple, traite le sujet des artistes à Tarascon, Françoise Robin celui de l'art d'être mécène. Rosemarie Ferré crée un lien entre un domaine littéraire, le théâtre, avec le manuscrit du mystère de la Passion de Gréban et le portement de croix de Francesco Lorana.
Ces deux œuvres comportent des instruments de musique, et l'auteur apporte une vision inédite du retable sculpté en le comparant non à un autre retable, mais à un manuscrit. La plupart des travaux ayant fait l'objet de notre intérêt précédemment traitent de la musique à la cour de René d'Anjou de manière trop générale. Les éléments qu'ils nous fournissent sont redondants, certes ce sont des éléments très appréciables pour notre étude, mais le fait que de nombreux chercheurs reprennent les mêmes données ne nous est pas d'une grande aide. Ceci fait donc partie des difficultés rencontrées durant nos recherches, sans évoquer celles qui touchent directement aux œuvres, leur état de conservation ou leur accessibilité. 2. État des sources. Malgré les travaux d'Aléquois de la Marche et de G. Arnaud Daniel, nous avons jugé intéressant de retourner aux sources, en particulier celles conservées aux archives départementales des Bouches-du-Rhône. Marseille et Aix-en-Provence gardent en réserve une partie des registres de comptes du roi René et de sa cour. Ces comptes nous ont permis de vérifier nos documents et de recréer un lien entre eux et les écrits d'Aléquois de la Marche et de G. Arnaud Daniel. Toutefois, sans une formation en paléographie ou l'aide des archivistes, la consultation de ces documents demeure malaisée. 3. Un accès difficile aux œuvres. Les œuvres qui nous sont parvenues en assez bon état. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.